Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le lundi 19 décembre, c'est la première de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous allez passer un bon moment avec nous. En tout cas on est en direct avec vous pour 1 heure et vous pouvez même participer à l'émission. Je vous donne d'abord le thème du jour, comme ça vous pourrez nous appeler pour nous poser des questions ou témoigner si vous voulez. Alors la chirurgie ou soins esthétique, des précautions à prendre. Alors si vous avez envie de nous appeler pour témoigner, pour poser des questions, un seul numéro, le suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, paraître le plus jeune possible, correspondre au canon de beauté de l'époque. Dans le monde, de plus en plus d'individus semblent répondre à l'injonction d'être le sculpteur de soi-même, en ayant recours à la chirurgie ou à la médecine esthétique, des pratiques de transformation corporelle qui connaissent de plus en plus d'adeptes, notamment chez les jeunes. Ces jeunes-là sont souvent influencés par les réseaux sociaux qui imposent leurs normes. Et on va en parler justement aujourd'hui avec nos spécialistes. Avec nous, Dr Linda Oumnia Idir, vous êtes médecin esthétique et nutritionniste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour de l'invitation et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Avec nous aussi Madame Rabia Bachir Bacha, vous êtes psychologue clinicienne enseignante à l'université Alger 2. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation Madame Mounia. C'est un plaisir. Et avec nous, Wahida Salim-Shrif. Wahida, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va, bon week-end? Très bon week-end. Tant mieux. Reposé, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors oui, chère, aujourd'hui, tu nous parles Aujourd'hui, il est question de parler chirurgie esthétique. On va parler de la première personne qui a effectué la toute première chirurgie esthétique dans l'histoire de la médecine esthétique. Si les origines, est-ce qu'on s'est posé la question en esthétique? D'où ça vient? Voilà, d'où ça vient. Aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Ah bah, très bien. Alors, on commence directement avec la première question. Quelle est la différence entre chirurgie esthétique et médecine esthétique, docteur Oumnia? Ben oui, c'est différent. Donc, un chirurgien esthétique est d'abord chirurgien, et puis il fait une spécialisation en chirurgie esthétique. Donc, il y a la différence entre la médecine et la chirurgie esthétique. Et la médecine esthétique est une médecine non invasive, c'est-à-dire c'est des traitements doux, c'est des traitements qui ne sont pas, qui n'ont pas recours au bistouri. Par contre, la chirurgie esthétique, on a recours au bistouri, donc on ouvre et c'est une chirurgie invasive et on a besoin d'une anesthésie générale ou locale. Mais très très souvent, à 90%, c'est de l'anesthésie générale. La médecine esthétique, c'est des injections, c'est des traitements de peau, c'est des traitements de cicatrices, etc. Et donc, c'est des traitements beaucoup plus soft, beaucoup moins invasifs. Il n'y a pas de bistouri dans la médecine esthétique, contrairement à la chirurgie esthétique. Ah ben, très bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que derrière chaque intervention esthétique, il y a une demande psychologique derrière? Est-ce qu'il y a un mal-être derrière ça, Madame Rabia Bachir Bacha? Oui, franchement, je pense en tant que psychologue, j'ai pratiqué pendant quelques années, mais actuellement, comme vous avez dit, je suis enseignante à l'université. Je pense qu'au fond, il y a toujours un problème si on fouine. Est-ce que c'est ma bouche qui me dérange, mes yeux, mon nez, mes oreilles? Donc, si on fouine, moi, en tant que psychologue, je vois finalement qu'il y a d'autres problèmes derrière la demande d'une intervention. C'est un mal-être qui vient d'ailleurs, derrière ce complexe, oui, c'est un mal-être qui vient réellement derrière. Oui, enfin, peut-être pas chez tous les cas, mais la plupart du temps, c'est ce que je me dis. À chaque fois, je me dis finalement, il y a quelque chose qui les dérange. Mais quand je fouille, en tant que psychologue, je vois que les problèmes remontent beaucoup plus à l'enfance, qui est une période très très délicate, très cruciale aussi. C'est là où l'enfant se construit. C'est là où l'enfant se construit, surtout les premières années de la vie. Oui. Donc quand l'enfant se construit dans un milieu conflictuel, là où on le critique souvent, tu n'es pas beau, tu es comme ça. Où l'on compare avec ses frères et sœurs. Où là tu es petit de taille, tu as un gros nez, etc. Où là on le compare aussi, il y a ça aussi. Donc, on le fait pas avec une mauvaise intention à la base. Non. Mais les parents, on va pas jeter la pierre sur les parents, surtout pas. Mais on a tendance à le faire souvent entre frères et sœurs ou là, entre deux sœurs, par exemple. On dit oui, ta sœur elle est comme ça et pas toi. Oui, ou ta sœur elle est plus belle que toi, par exemple. Au final, ça traumatise. Bien sûr, ça laisse une trace. Ça crée des complexes chez l'enfant. Et puis il vit avec ces complexes même à l'âge adulte. C'est qu'il l'incite il le pousse à aller voir des spécialistes
en esthétique, par exemple. Oui. À mon avis, enfin, c'est un avis personnel. Mais est-ce que vous êtes d'accord, docteur Oui, justement, est-ce que la médecine ou la chirurgie esthétique contribue à restaurer l'estime de soi ou la confiance en soi? Oui, souvent. Souvent, parce que après, je suis plus ou moins d'accord avec Madame, mais pas toujours, mais disons souvent. Mais après, il y en a qui ne veulent pas vieillir aussi. Il y en a qui veulent rester toujours fraîches, toujours jeunes, parce qu'il y en a qui ont un esprit quand même aussi jeune. Après, toutes les patientes n'ont pas un profil psychologique particulier. Il ne faut pas stigmatiser aussi, dire que tous ceux qui ont recours à la médecine esthétique ou à la chirurgie esthétique ont ce genre de problème, mais souvent, effectivement. Après, il y a l'école aussi. Il y a l'école, l'université, tout ça qui fait qu'il n'y a pas qu'au niveau de la famille qu'il y a des critiques ou qui voilà. Donc, mais la médecine esthétique est une médecine qui ne transforme pas les gens. Donc la médecine esthétique est une médecine qui va sublimer un petit peu, qui va un petit peu cantrer un peu le temps, mais de manière très naturelle, sans aller dans l'excès. Par contre, les gens qui vont dans l'excès, effectivement, ces gens-là ont un profil psychologique particulier. Quand on vient, alors je veux refaire mon nez, je veux refaire mes joues, je veux refaire mes lèvres. Là, c'est des patientes qu'il ne faut pas toucher. Et là, il faut vraiment avoir recours à un psychologue. C'est beaucoup, mais c'est des personnes qui ne se rendent pas compte. Oui, certainement. C'est des personnes aussi qui font le tour des médecins et dire celui-là il m'a fait, ça m'a pas plu, l'autre il m'a fait ça m'a pas plu. C'est des gens qu'il ne faut pas toucher. Ou c'est des gens. C'est peut-être des personnes qui viennent avec une photo de star ou avec une photo avec un selfie. Exactement, un selfie retouché avec des filtres ou une photo d'une chanteuse qu'elle aime bien et qu'elle trouve très jolie et qui a été aussi retouchée. Moi, vous ne pouvez pas ressembler à cette personne si vous n'êtes pas cette personne. Et on n'est pas là, encore une fois, j'insiste sur le fait que la médecine esthétique n'est pas là pour transformer les gens, pour leur changer leur physique. Nous sommes là pour sublimer, c'est de la médecine pour sublimer les visages, mais toujours en naturel, des petites retouches ou bien travailler sur des défauts qui sont quand même très complexants, comme par exemple des cicatrices d'acné qu'elle a eu dans l'enfance, des choses, une paralysie faciale, on peut traiter aussi avec des toxines botuliques. Tout ça, c'est des choses quand même, la médecine esthétique n'est pas que dans la beauté, on est aussi dans la réparation dans la reprise de l'estime de soi. C'est important quand même, c'est important, si c'est un complexe que la personne traîne depuis longtemps, on est quand même là pour un petit peu améliorer physiquement et améliorer le côté psychologique qui va vraiment... Mais on reste toujours dans le naturel et ça, c'est une devise pour moi. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Farida Benmouslim, justement, qui nous parle d'esthétique. Loin du bistouri et du bloc opératoire, la médecine esthétique est un ensemble de pratiques non invasives qui visent à améliorer l'apparence physique, retarder ou diminuer les signes du vieillissement. En fait, c'est un boom international et c'est le well-aging. Le concept, c'est bien vieillir, c'est le well-aging. On sait qu'on va vieillir, mais on veut bien vieillir. On veut garder la qualité de peau, la peau hydratée, le teint lumineux, pas de pores dilatés. C'est tout à fait compréhensible. Et là, en tant que chirurgienne femme, je comprends mieux la demande telle est patiente. C'est un petit plus par rapport aux médecins hommes, peut-être, je vais dire. Donc, c'est tout le monde qui vient, c'est tout le monde qui demande ça. Parce que dans le cas de l'Asr, tout le monde veut être beau, jeune. Taches brunes, chute de cheveux, rides, acné ou relâchement cutané. Et si pour les traiter, la solution était chez ces praticiens spécialistes qui pratiquent la médecine esthétique pour améliorer l'aspect de votre peau. En fait, c'est un tout. C'est pour traiter la qualité de la peau, c'est pour combler là où il y a eu des creux avec l'âge, avec la résorption osseuse et même musculaire et même graisseuse. C'est pour embellir et c'est pour revitaliser, remettre les cellules, rajeunir les cellules et la peau. En fait, il y a les millénials, c'est-à-dire c'est avant 30 ans, et de moi, on est dans la prévention. On va améliorer la qualité de la peau, on va pousser au maximum l'arrivée telle les rides. On est là dans la prévention. À partir de 30 ans, la quarantaine, la cinquantaine, là on est dans le curatif. Là il va falloir combler, revitaliser. Pour atténuer les marques du vieillissement et rajeunir les traits de son visage, il existe plusieurs techniques qui procurent divers avantages. Pour un seul but, la lutte anti-âge. Tout à fait, il y a plusieurs types. On peut aller du plus simple avec les lasers, tout ce qui est épilation,
traitement les varicosités, les petites varices, les membres inférieurs, tout ce qui est l'antigo solaire, et donc les taches qui viennent, on appelle ça les taches de sénescence ou de vieillesse, c'est l'antigo solaire médicalement parlant. Et ça, c'est avec les lasers. C'est le Nd:YAG et l'alexandrite. Ou on a d'autres lasers comme le laser MD Ultra. Ça, c'est pour le traitement de l'acné active, le traitement de la chute de cheveux, le traitement, le rajeunissement facial en général, les teintes internes et les cicatrices. Lisser les rides disgracieuses, remodeler les pommettes, rectifier le teint sont des pratiques à caractère purement médical et encadrées strictement par un médecin spécialiste. Quand même, j'aimerais bien au moins retrouver l'éclat de mon visage quand même. Avec l'âge, oui. J'ai pas le moral, je commence à vieillir et je veux pas de ça. Qui m'a fait effet bonne mine, un jobni. À la BA, j'ai été tentée de laser aussi, que je vais faire. D'accord. Ça va donner de l'éclat, ça va enlever les cernes, ça va donner beaucoup de choses quand même. Je vais retrouver l'éclat de vivre. Voilà. C'est un acte médical. Parce que là, on a affaire à des dispositifs médicaux, que ce soit le laser ou les produits qu'on utilise, soit les fillers, la toxine botulique ou les cocktails de mésothérapie. On fait ça préalablement, il y a une consultation médicale pour voir les patientes, leur demander un bilan sanguin, parce qu'en fait, il y a des fois, on rencontre des maladies auto-immunes, des thyroïdites, ou là, des lupus, ou là, et donc, il y a des contre-indications relatives et il y a des contre-indications absolues. Il s'agit d'un bouton qui serait suspect aux yeux de la dermatologue qui me traitait pendant 20 jours. Donc elle avait appliqué un traitement externe, ça n'a pas marché. Alors elle m'a dit, moi je ne veux pas prendre de risque, je vais vous envoyer chez une chirurgienne. Elle m'a pris en charge très vite, qui m'a d'ailleurs opéré sur le champ, d'accord. Et puis voilà, depuis c'est rentré dans l'ordre. Donc Même s'il s'agit du domaine de la beauté, il est déconseillé de répondre favorable aux propositions de certains salons de beauté qui élargissent leur activité au-delà des soins et sans supervision médicale. Oui, effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de patients, de personnes aller dans ces centres d'esthétique et de coiffure, se faire injecter. On ne sait pas c'est quoi comme produit, la provenance, la façon dont c'est injecté. Et par qui ? Et par qui ? Parce qu'il y a des études derrière, il y a tout un cursus à l'anatomie, il y a tout un... Il ne faut pas toucher certains vaisseaux, pas de nerfs, pas de... C'est vraiment... C'est un acte médical, c'est un geste médical. Dernièrement, j'ai reçu une patiente qui est partie se faire une fossette chez une esthéticienne. Là, c'est de la chirurgie. À chaque fois qu'il y a une petite moucheture ou là, une incision cutanée, on est dans le domaine du chirurgical. D'accord. Et c'était quoi le résultat ? C'était une catastrophe. Elle est venue avec 2 amis à elle qui la tenaient. Elle était pratiquement complètement dans les vapes. Il y avait un début d'infection, en voie de diffusion vers le médiastin. Il a fallu donner une triple antibiothérapie, tout un suivi. Aujourd'hui, les soins esthétiques occupent une place croissante dans la pratique médicale. Ils permettent de gommer les imperfections pour embellir et restaurer l'image de soi. Alors pour embellir et restaurer l'image de soi, d'accord, mais fossette ? C'est vrai qu'il y avait une mode. Je l'ai vu chez certaines influenceuses, on ne va pas citer de nom ou quoi que ce soit, on n'est pas là ici pour ça, mais j'ai vu que c'était une certaine mode, un certain moment où tout le monde allait se faire des fossettes, et en plus on donnait l'adresse, qui n'était pas un médecin, une esthéticienne, qui faisait des fossettes, et on se retrouvait avec des trous ici. Ça c'est une lutte quotidienne chez moi, qui est la pratique illégale de la médecine esthétique et de la chirurgie esthétique, parce que la fossette, moi je suis médecin esthétique et je ne la pratique pas. Dans le cabinet, parce que c'est un acte chirurgical. Alors encore, quelqu'un qui ne connaît pas l'anatomie, qui n'a jamais fait de médecine, il faut un bac +7, plus une spécialisation, plus des formations, plus de la pratique, pour se permettre de dire je suis médecin esthétique. Alors la chirurgie esthétique, c'est très long, on n'en parle même pas. Alors qu'une esthéticienne se substitue à un médecin ou un chirurgien esthétique, franchement, il faut se réveiller maintenant. On ne donne pas notre visage à n'importe qui. L'injection est un acte médical, ni paramédical, ni encore moins pour quelqu'un qui n'a pas. Je stigmatise pas, je ne parle pas d'esthéticienne ou de coiffeuse. Moi, j'ai reçu une architecte qui voulait faire de la médecine esthétique, pour vous dire. Donc,
je dirais un non-médecin. Donc il est très très important de dire que la médecine esthétique est une médecine à part entière. Il faut faire de l'anatomie du visage pour injecter. Il faut avoir un bac plus 7 plus, faire une spécialisation de niveau d'une année ou plus pour pouvoir se permettre de dire je suis médecin esthétique. On ne fait pas une formation de 2 jours, d'un week-end et on fait tous les actes de médecine esthétique, même pour un médecin, et se dire oui, moi je suis médecin esthétique. Non, je suis désolée. Pour pratiquer au cabinet, il faut avoir un véritable diplôme de médecine esthétique. C'est vrai qu'on n'en a pas ici homologué, mais il y en a qui le font la théorie en ligne et puis ils partent à l'étranger faire certaines pratiques, ou bien, Inch'Allah, je pense qu'on est en pleine préparation de bonne formation en médecine esthétique pour que les médecins algériens puissent vraiment bénéficier de quelque chose de vraiment de qualité. Donc voilà. Les non-médecins n'ont pas le droit de toucher Donc c'est un médecin qu'on doit aller voir. Voilà, moi j'ai reçu une patiente qui a été injectée par une esthéticienne au niveau des fesses, de l'acide hyaluronique au niveau des fesses et des cuisses, et qui a fait une infection. Il faut savoir que c'est un endroit où il y a beaucoup de graisse et l'infection est très importante. Elle n'a pas, je suppose qu'on ne connaît pas, quand on n'est pas médecin, on ne connaît pas l'asepsie, on ne connaît pas les règles d'hygiène et d'asepsie, donc elle a dû injecter n'importe où, n'importe comment. La profondeur de l'injection n'a pas été respectée, ce qui a fait que la patiente a fait une très très grosse infection au niveau de la cuisse et elle a été hospitalisée à Al-Qatar pour prise en charge parce qu'elle était à la limite de la septicémie. Donc là, franchement, ce jour-là, moi, je suis sortie j'ai été très en colère, j'ai vraiment fait un appel pour que les gens fassent attention. Ne donnez pas votre visage et votre corps à n'importe qui. C'est très important de savoir où on met les pieds et ne faites pas n'importe quoi. Il y a des médecins qui pratiquent bien, qui font bien et qui sont dans l'honnêteté intellectuelle. Comment choisir le bon médecin? Parce que même les médecins, il faudrait qu'ils soient vraiment formés à la médecine esthétique. Donc, c'est au moment du questionnaire, par exemple, au moment de la séance, quand le médecin nous pose des questions et qu'on lui dit voilà ce qu'on veut, c'est à ce moment-là qu'on peut juger si le médecin... Je ne peux pas vous répondre à cette question, c'est un jugement, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Il faut juste savoir que, il faut choisir un médecin qui, quand vous rentrez dans son cabinet, il vous considère comme un patient, pas comme une poche à sous. Voilà, c'est tout. Donc, il vous fait un interrogatoire médical, il vous examine, qu'il sache dire non. Il ne répond pas oui à toutes vos demandes. Vous dites non, justement. Voilà, il faut dire non. Il faut dire non, ce n'est pas une pratique pour vous. Ça ne vous convient pas. Nous ne sommes pas là pour vous transformer. Nous ne sommes pas là pour vous embellir, pour contrer un peu le temps, pour donner un éclat à votre visage, pour vous améliorer vos imperfections. Mais je ne suis pas là pour transformer ce que le bon Dieu a créé. Nous sommes là pour vous embellir. Et ça s'arrête là. Maintenant, si elle vient pour faire des demandes irréelles, non, il faut savoir dire non. Et ça, c'est un véritable médecin d'abord, et c'est un véritable médecin esthétique, parce qu'il y a des limites. Il faut connaître ses limites. Il faut savoir que la médecine esthétique, on n'est pas là pour l'appât du gain, on est là pour satisfaire des patients. Donc c'est très très important de savoir dire non quand il le faut. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait que c'est plus les jeunes maintenant, comme le disait, c'est les millénials, ceux qui sont nés en 2000, à partir de 2000, qui sont les plus attirés vers la médecine esthétique, la chirurgie esthétique aussi. On est influencé par les réseaux sociaux. Oui, certainement. Les modèles de télé-réalité aussi, Mounia. À un moment donné, il y a eu la famille Kardashian qui a été un exemple. Totalement, totalement. Ça, c'est en lien avec des photos et dire, moi, je veux... Alors le PRP par exemple, c'est du plasma riche en plaquettes, c'est un traitement qui est intéressant, pour certaines, mais c'est évidemment c'est cette famille-là qui l'a mis en avant. Après, ça reste quelque chose de très soft. Mais en dehors de ça, il y a eu tout ce qui est comblement, etc. et des excès. Il faut savoir que quand on fait par exemple un comblement, quelqu'un qui vient pour les nasogéniens, il faut comprendre qu'avant de traiter les nasogéniens, on va alourdir le visage, il faut vraiment traiter d'abord les pommettes parce que c'est cette graisse qui est descendue avec l'âge vers l'intérieur et vers le bas et qui a provoqué un petit bourrelet qui nous a donné. Donc, il faut toujours traiter la cause avant de traiter la conséquence. Donc, ces nasogéniens sont la conséquence de cette chute de graisse. Donc, il faut expliquer à la patiente ce genre. Elle vient, elle veut que c'est sa nasogénien, et il faut comprendre qu'il faut un petit peu commencer
et des petites quantités. Moi, c'est ça que j'insiste sur ça. Justement, Il faut aller step by step. Donc, il faut commencer par une petite quantité. Et on la revoit au bout de 15 jours, on voit l'évolution parce que l'acide hyaluronique va prendre de l'eau, donc il est hydrophile, etc. Ça va s'améliorer au bout de 15 jours. Parce que des fois, non, je ne suis pas satisfaite, je veux plus. Sur la première injection, il faut dire non. Dire, on attend 15 jours, dans 15 jours, si vous voulez qu'en rajoute, j'estime il faut rajouter. Parce qu'en 15 jours, ça va changer. Ça va changer. Il y aura une petite amélioration parce que c'est de l'acide hyaluronique qui est hydrophile, donc ça prend de l'eau, ça s'étale, ça devient un peu plus, ça adhère un peu mieux. Et donc, on voit le résultat à ce moment-là. Et elle vient, son non, et devient oui. Elle me dit non, mais je suis satisfaite. C'est vrai que vous aviez raison, on ne rajoute pas. Maintenant, s'il faut rajouter, on rajoute un petit peu, mais des petites quantités. Comme je dis toujours à mes patientes, il vaut mieux que ça soit مسوس ولا مالح مسوس نزيدوا له الملح مالح ما نقدروش. Voilà, même si on a des moyens d'enlever cet acide hyaluronique qu'on appelle c'est de l'hyaluronidase, mais c'est un produit. Il y a eu justement un buzz récemment sur les réseaux sociaux où une jeune fille s'est faite injecter de l'hyaluronidase. Voilà. Donc il y a eu une réaction. Une réaction allergique. Et c'est parce que l'hyaluronidase est un produit très allergisant. C'est un produit chimique. Très allergisant. Oui, c'est tous et c'est très allergisant. Donc, cette hyaluronidase, elle est destinée aux complications. C'est pas parce qu'on va aller s'injecter chez quelqu'un qui ne s'est pas injecté et que c'est pas joli, on vient, je veux de l'hyaluronidase. C'est pas ça, c'est pas le but de l'hyaluronidase. La hyaluronidase est destinée aux personnes qui ont, même des médecins peuvent avoir, il y a des fois l'anatomie n'est pas toujours. Donc, quand on a de l'acide hyaluronique dans le cabinet, il faut qu'on ait de la hyaluronidase pour vraiment l'utiliser en cas de nécessité. C'est pour ça que je dis il faut être médecin, parce que si on injecte de l'acide hyaluronique, il faut savoir gérer les complications. Un bon médecin esthétique est un médecin formé aux actes de médecine esthétique et à la gestion des complications. Si vous ne savez pas gérer une complication, arrêtez d'injecter. Parce que s'il y a des complications, même les meilleurs injecteurs peuvent avoir une complication parce que l'anatomie du visage n'est pas toujours vraiment la même. Des fois, les gens, comme j'ai reçu une patiente qui s'est fait opérer plusieurs fois du nez et qui a été injectée par un médecin et qui a eu un problème au niveau du nez. On a géré la complication. Mais moi, je gère la complication quand c'est un confrère qui me l'envoie. Il n'y a pas de souci. Mais quand on injecte n'importe où et puis on vient, j'ai reçu un message, oui, j'ai été injectée par une esthéticienne, mes lèvres ne me plaisent pas, est-ce que vous avez de l'hyaluronidase? Je dis non. Si vous avez décidé de vous injecter chez une esthéticienne, il faut que ce soit l'esthéticienne qui vous corrige. Parce que c'est comme ça. Moi, je ne corrige pas les erreurs des autres. Il faut, voilà. C'est pour ça que la médecine esthétique n'est pas que l'injection. C'est l'injection et la gestion des complications. Si on ne sait pas gérer la complication, ce n'est pas la peine d'injecter, même pour les médecins. C'est comme ça. C'est parce qu'il y a des complications et qui sont des fois très, très dangereuses. Alors, il faut savoir où mettre les pieds, c'est très important. Alors, la médecine esthétique, c'est entretenir sa peau, entretenir l'éclat de sa peau. Voilà. Plus on entretient jeune sa peau, et plus on aura un retard de vieillissement. Mais tout dépend des personnes. Tous les profils ne sont pas les mêmes. Tous les profils ne sont pas les mêmes. On peut avoir une fille de 20 à 25 ans qui a une peau qui n'est pas de bonne qualité. C'est une histoire de génétique, ou c'est une histoire d'entretien, ou c'est une histoire de traitement de l'acné qui sont assez agressifs et qui ont fragilisé sa peau. À ce moment-là, on peut lui proposer une mésothérapie, par exemple, pour commencer, pour hydrater sa peau, pour lui donner de l'éclat, pour lui donner moins d'imperfections, pour travailler sur ses pores, etc. On peut travailler sur une cure de mésothérapie. Et plus, moi, à mon avis, que chaque patiente, à partir de 35 ans, par exemple, devrait faire de la mésothérapie, une cure de mésothérapie par an pour entretenir sa peau, pour retarder les signes de vieillissement. Après, c'est vrai qu'il y a de la toxine botulique, il y a les volumes, donc on peut traiter les volumes à partir de 40 ans, on peut traiter plein de choses, mais il y a des patientes qui sont quand même à 50 ans, qui ont un visage, qui n'ont pas nécessité de ce genre de traitement. Après, je dis encore une fois, la médecine esthétique est une question de peau et non pas d'âge. Donc on peut avoir recours à la médecine esthétique à 25 ans, comme on peut ne pas avoir recours à 45 ans parce qu'on a une belle peau et qu'on l'a bien entretenue, et c'est génétique aussi. Donc c'est la qualité de la peau qui compte. Après, les traitements comme l'acide hyaluronique, les traitements des lèvres, etc., ça c'est les petites jeunes qui viennent demander des grosses lèvres.
Ça, moi, je ne réponds pas positivement à ce genre de demande. Ou arranger un petit peu le nez aussi avec des injections. Oui, on peut faire de la rhinoplastie médicale, on peut faire un petit lifting médical avec des fils tenseurs. Tout ça, c'est des indications. Chaque visage a son indication, chaque qualité de peau a son indication. Tout le monde n'a pas la même qualité de peau, n'a pas le même relâchement. Voilà. Donc, chaque cas est un cas. Et donc, en fonction de chaque cas, on peut améliorer l'aspect. Mais on reste toujours, j'insiste sur le fait qu'on est là pour sublimer le visage au naturel. Et ça, c'est une devise que j'en démords pas. Alors, est-ce qu'on peut en devenir accro, addict à ce genre de bien pratique? sûr. Enfin, moi, je lis toujours au côté psychique, au côté psychologique. Donc, on peut devenir accro. Parfois, je me dis, mes yeux, je ne suis pas satisfaite de mes yeux. Je ne suis pas satisfaite de mes sourcils. Ça y est, j'ai tout arrangé, enfin, surtout les sourcils et tout. Puis, non, il reste encore le nez. Puis après, la bouche. Donc, on peut devenir accro. Surtout si on commence à un âge vraiment tôt. Un âge tôt. Les jeunes de 25 ans, 20 ans, etc., ils peuvent devenir accros. Ils peuvent aller voir le médecin à chaque fois, par exemple. On a tendance aussi à juger sévèrement les personnes qui font de la médecine ou de la chirurgie esthétique pour s'embellir ou pour juste se donner un petit peu d'éclat, contrairement aux personnes qui font de la médecine ou de la chirurgie réparatrice. Donc, on va expliquer d'abord ce que c'est que la médecine réparatrice. C'est tout à fait différent. La médecine réparatrice, c'est des patientes qui ont subi un accident ou séquence génitale ou brûlure ou des plaies voilà. Donc ça, c'est une chirurgie réparatrice. Des patientes qui ont eu une ablation du sein suite à un cancer du sein, par exemple, ça, c'est de la chirurgie réparatrice. Ça, on n'est plus dans l'embellissement, on est vraiment dans la nécessité de vraiment prendre en charge ces patients parce que là, c'est là où on a des complexes. On était beau, on avait toute la vie devant nous et on se retrouve avec des brûlures ou autre chose. Et ça, vraiment, oui, c'est la chirurgie réparatrice, c'est une chirurgie de bien-être, mais aussi de nécessaire. Donc nécessaire et primordial pour vraiment redonner confiance à la patiente et vraiment qu'elle soit vraiment bien. Mais restent les moyens aussi. Bon, il y a des lasers pour les cicatrices, pour les brûlures. Il y a de la LED aussi pour diriger la cicatrisation. Il y a du PRP pour donner des facteurs de croissance et accélérer cette cicatrisation. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de traitements en médecine esthétique et en chirurgie esthétique qui vont vraiment améliorer ces problèmes, des problèmes de réparation chirurgicale. D'accord, très bien. Alors, juste, on a une petite minute où nous avons un appel téléphonique du docteur Yasmine Rouab. Vous êtes médecin esthétique. Bonjour, docteur. Bonjour tout le monde. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va parfaitement. Alhamdoulilah. Alors, on parle aujourd'hui de médecine et de chirurgie esthétique, des précautions à prendre, bien sûr. Si vous aviez des conseils justement à donner, des précautions, quelles sont les précautions que doivent prendre les personnes avant de subir soit de la médecine ou de la chirurgie esthétique, à votre avis? Alors, oui, c'est une excellente question, mais avant tout, le conseil que je donne à ces patients ou patientes, et elles sont de plus en plus jeunes, c'est de bien comprendre la médecine esthétique ou la chirurgie esthétique, parce qu'aujourd'hui, médecine esthétique, ça englobe le mot médical, médecine, et c'est avant tout un ensemble de techniques ou de soins médicaux qui sont là pour améliorer l'apparence, améliorer, si vous voulez, l'effet du vieillissement ou pas. Donc c'est améliorer la peau, le corps, mais en aucun cas modifier ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment destiné à améliorer les problèmes disgracieux qui soient liés ou pas aux effets de vieillissement. Donc certes, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui il y a un fléau de réseaux sociaux où tout le monde veut ressembler à tel ou tel influenceur ou telle star. Ça, c'est vraiment problématique. Qu'on a affaire à des patientes jeunes et très influençables. Mais ce qu'il faut qu'elles comprennent, c'est que la médecine esthétique n'est pas là pour modifier l'apparence. Elle est encore une fois là pour améliorer des problèmes disgracieux. Il y a différentes techniques. L'avantage de la médecine esthétique par rapport à la chirurgie esthétique, c'est que ce n'est pas invasif. Il n'y a pas de période de convalescence, etc.
mais ça doit être fait par un professionnel car c'est un ensemble de techniques très délicates, donc injection, laser, comme vous avez parlé la consoeur. Et donc les précautions, c'est d'abord de bien se renseigner sur la personne chez qui elles vont. Et donc quand je dis personne, ça ne peut être qu'un médecin. Voilà. Un médecin, c'est quelqu'un qui a été formé, c'est quelqu'un qui a une parfaite connaissance de l'anatomie, parce que les patientes voient sur YouTube des soins, des injections, et ça leur paraît complètement anodin, alors qu'un médecin, pour qu'il prenne sa seringue et aller injecter là où elle voit, c'est tout un schéma anatomique qui est respecté derrière. Donc, c'est pas un geste anodin, donc elles doivent vraiment s'assurer qu'elles fassent ça chez un médecin déjà, donc ça c'est primordial. Et puis il faut qu'elles soient bien conseillées. Donc l'idée c'est de ne pas aller vers quelque chose qui modifie ou qui risque de lui déplaire ou de ne pas reconnaître son visage, etc., juste pour ressembler à quelqu'un d'autre. Non, moi j'encourage aussi et j'aimerais que les médecins puissent bien conseiller les patients. C'est pas chaque patient qui vient que je vais lui faire un geste comme le patient le désire. Non, je suis là pour les conseiller au mieux. Vous les orientez ? L'orienter, absolument. Oui. Vous les orientez dans ce dont ils ont vraiment besoin. C'est pas forcément ce qu'ils. Voilà. Une patiente vient pour une indication farfelue, j'ai essayé de la dissuader, lui expliquer qu'elle n'en a pas besoin ou que voilà. Donc moi je suis un peu contre les médecins qui font ce que les patients leur demandent. Donc c'est au médecin de décider, voilà. Donc mis à part ça, vous m'avez parlé de l'asepsie, de l'hygiène, ça. Je pense que chez tout médecin, c'est quelque chose de primordial et d'inné. On ne peut pas faire un geste s'il n'y a pas l'asepsie et la stérilisation nécessaires. Donc ça, tous les confrères et consoeurs en sont conscients. Après, ces problèmes-là peuvent apparaître lorsque les patients, malheureusement, se retrouvent d'une manière clandestine chez quelqu'un qui n'est pas médecin. Absolument. Est-ce que vous avez eu déjà des patients qui sont venus vers vous parce qu'ils se sont fait injecter quelque chose, je ne sais pas quoi, et qui sont venus vers vous pour rectifier un peu les erreurs de la personne qui les a traités, qui n'est pas médecin? Oui, absolument, oui. Malheureusement. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou c'est de plus en plus fréquent? Alors, c'est de plus en plus fréquent, effectivement, et les patientes, elles viennent et en fait, ce qu'elles disent, c'est qu'elles sont attirées par le moindre coût. C'est-à-dire que c'est moins cher et donc elle se dit c'est le même geste au final, donc je vais plutôt le faire. Alors qu'après, elle le regrette et c'est pas très évident de corriger, en fait. Oui, parce que la médecine esthétique, on ne peut pas toujours corriger, on ne peut pas toujours tout corriger non plus. Absolument. Donc c'est ça le drame et moi le conseil aussi que je donne aux patientes et même aux patients, parce qu'on remarque aussi que beaucoup d'hommes s'intéressent aujourd'hui à la médecine esthétique. Mais le conseil que je donnerai à ces patients-là, c'est que pour leur visage ou pour leur corps, même gratuitement, c'est déjà trop cher payé. Parce qu'on ne donne pas son visage ou son corps à quelqu'un qui n'est pas compétent, même si c'est gratuitement, c'est trop cher payé. Parce que s'il y a une complication, c'est dramatique. Les conséquences de ce geste peuvent coûter cher. Voilà. Bien sûr. Pas forcément en argent, mais voilà. Mais je ne parle pas d'argent, même pas. C'est-à-dire que pour le psychique de la patiente, pour sa vie sociale, c'est dramatique. Oui. C'est dramatique et j'invite tous les confrères et consoeurs à essayer. Il faut qu'on s'organise pour arrêter tous les charlatans qui sont en train de mentir à ces patientes. Oui. C'est terrible. Oui. Merci encore, Dr Yasmine Ouab. Vous êtes médecin esthétique. Merci pour votre intervention. Bonne journée à vous. Merci d'avoir contacté. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, donc on revient à à ce qu'on disait.
la médecine esthétique, quand c'est réparateur, on a tendance à moins... on juge sévèrement les personnes qui font ça pour l'esthétique ou pour... alors que les personnes qui font ça pour de la réparation, on ne les juge pas. Au contraire, on leur dit, vas-y, va faire une petite chirurgie ou une petite intervention pour réparer un peu les cicatrices, enlever tout ça et tout. N'est-ce pas? Pourquoi? C'est tout à fait normal parce que parfois... le fait de leur dire, il y a quand même la médecine esthétique qui peut quand même arranger ce qui n'est pas, ce qui est anormal en quelque sorte. C'est pas anormal, mais ce qui est un peu, je ne sais pas comment je peux corriger peut-être les cicatrices ou voilà. Donc ça les aide énormément sur le plan psychologique, bien sûr, ça les aide. Et puis ils pourront peut-être évoluer dans leur vie parce qu'ils se sentent mieux après. Ils se sentent mieux, donc c'est tout à fait normal qu'ils pourront évoluer. Mais il y a aussi le fait de vouloir corriger peut-être un complexe qu'on veut arranger. On veut juste arranger ce complexe-là. Et même ça, on le prend mal. Le fait que cette personne est allée juste un petit peu recoller ses oreilles parce qu'elle avait peut-être les oreilles un petit peu décollées. Cet acte-là peut aider la personne à aller mieux. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc il ne faut pas mal juger, il ne faut pas juger tout court les personnes qui le font, mais il ne faut pas non plus les... Parce que ça peut contribuer énormément à l'équilibre psychologique aussi. Vous avez certainement vu vos patients, après, parfois, quand ils viennent... C'est tout le monde qui juge tout le monde. Hein, donc, si on rentre dans ce truc, voilà, à partir du moment où nous, on se sent bien, ou la patiente se sente bien, après... celui qui a envie de juger n'a qu'à juger, mais on ne peut pas être à la place de la patiente qui a des cicatrices ou qui a, comme vous dites, des oreilles décollées ou elle est vraiment disgracieux. Là, parce que c'est elle qui souffre, c'est la patiente ou le patient. Absolument. Donc oui, les jugements, on en a même pour une simple mésothérapie, on peut être jugé pour ça. Donc le fait de rentrer déjà dans un cabinet. Moi, je pense qu'il y a aussi la qualité de l'intervention. De la réparation esthétique, la qualité aussi. Donc il y a des différences, comme elle a dit déjà Dr Oumnia. Donc chaque cas est un cas spécifique. Tout à fait. Donc parfois on voit l'évolution. Par exemple pour le bec de lièvre ou bien autre chose. Oui, il y a déjà la chirurgie réparatrice pour le bec de lièvre et ça aide beaucoup. Et parfois, malgré qu'ils font des interventions, mais il reste toujours quelque chose. Il reste toujours des cicatrices. L'esthétique intervient dans la cicatrisation. Moi, je reçois pas mal de patientes de maxillofaciales qui ont fait des interventions au niveau de la lèvre, donc par rapport à un bec de lièvre, et je les suis on fait une cicatrisation dirigée, et je peux vous dire qu'à la fin, franchement, ça ne se voit vraiment pas, ça donne d'excellents. Et ça, c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Vraiment, vraiment, travailler dans la cicatrisation, c'est extraordinaire. Je voulais juste rebondir sur certains points par rapport à ce que dit Dr Loueb sur les prix. Effectivement, c'est vrai qu'il y a ça qui est vraiment aussi l'appât du gain. Donc les patientes, bon voilà, c'est moins cher, les promotions, etc. Alors, les promotions qu'une esthéticienne peut faire, à la limite, moi je trouve pas, déjà, c'est antidéontologique qu'un médecin fasse des promotions d'actes médicaux. Oui. D'accord. Vous avez une grippe, venez, je vais vous soigner après, à 50%. Voilà, c'est comme si un chirurgien dit allez, moins 50% sur l'appendicite pendant tout ce mois. Alors c'est tout le monde qui... Voilà, ou sur une intervention de l'appendicite, c'est quand même une urgence, mais sur une vésicule biliaire, voilà. C'est exactement la même chose. Donc voilà, les médecins ne devraient pas rentrer dans cette histoire de promotion d'actes médicaux. À la limite, on peut faire une promotion sur un acte non médical, mais un acte médical, enfin, moi en tous les cas, c'est mon avis, après chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, donc on n'est pas là en train de vendre des cacahuètes. C'est un acte médical, donc un acte médical devrait rester, l'éthique devrait rester exactement la même chose. On n'est pas là pour faire des promotions de produits, des placements de produits, on n'est pas là pour faire des promotions de prix d'un acte médical. Je suis désolée, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait une réglementation. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas encore de réglementation établie. On y travaille, Inch'Allah, ça va venir. Tout se fait doucement, même dans les plus grands pays du monde, il n'y a pas une réglementation très
très approfondie au niveau de la médecine esthétique, un peu plus au niveau de la chirurgie esthétique, mais j'espère qu'à un moment donné ça va venir, on va arrêter cette... Mais il y a des centres aussi d'esthétique qui sont en train d'avoir des avertissements, etc. Donc ça bouge quand même, ça bouge, alhamdoulilah, j'espère que ça va bouger encore plus pour que cette médecine esthétique ait sa place dans le domaine médical surtout. Très bien. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique de Wahida, n'est-ce pas? Oui. Avec Wichel, juste après le jingle. Alors, on va commencer par, on parle depuis tout à l'heure de chirurgie et tout, là je vais vous parler de chirurgie esthétique. Donc, à votre avis, quelle est l'origine de la chirurgie esthétique? Où est-ce qu'on l'a, dans quelle civilisation on l'a connue? Exactement. Bravo, docteur Omnia. Donc, des recherches ont mis en lumière le fait que les Égyptiens, ils étaient les premiers à avoir effectué des rhinoplasties 3000 ans avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on les voit à travers les momies lorsqu'ils sont exposés dans leur musée. Vous voyez leur nez, il est vraiment tellement bien raffiné, très fin par rapport à leur corps. Voilà. Alors, à votre avis, qui a créé la chirurgie esthétique? Je pense que c'est les Américains, non? C'est pas les Américains? Alors, il s'agit d'un monsieur. Il était médecin, il s'appelle Jacques Joseph, c'est le père de la chirurgie esthétique. Il était orthopédiste allemand. Alors, il est né en 1865, pour vous situer un peu. Donc, un jour, il a eu l'idée... Oui, exactement. Un jour, il a eu l'idée de corriger un décollement d'oreilles. Voilà, donc il a eu un patient, il avait ses oreilles décollées, il voulait les corriger. Oui. Il était le premier à l'avoir fait, et ça lui a réussi. Et depuis, les gens le font régulièrement. Il y a aussi un petit point par rapport aux pharaons. Par rapport au peeling, en fait, les pharaons à l'époque faisaient des bains de lait. Oui. Des bains de lait, et le lait, il y a de l'acide lactique. Oui. Donc, et ça leur provoquait une desquamation, etc. Et ça redonnait un éclat au visage. Et c'est comme ça que je pense que l'ébauche du peeling a été créée à ce moment-là. Et j'ai même lu qu'ils prenaient des bains avec des miels. Avec du miel. Il y avait du miel pur, donc ils le mettaient dans leur baignoire à l'époque et il restait des heures. En baignoire. Ouais, on devrait revenir sur ça. Ah oui, le miel a des vertus extraordinaires, surtout dans la cicatrisation. Oui. Exactement. Donc, la chirurgie la plus faite dans le monde. Chirurgie. Oui, c'est l'abdominoplastie. Le nez, rhinoplastie. Alors, c'est la liposuction. Elle reste l'opération la plus pratiquée dans le monde avant l'augmentation mammaire. Donc, pour vous donner des statistiques, il s'agit de plus de 40% dans la population mondiale. Vous imaginez? Oui, oui, ça en fait beaucoup. C'est énorme. On parlait tout à l'heure aux coulisses, on disait quel est le pays qui pratique le plus la chirurgie esthétique? Vous n'avez pas... C'est... Oui, on le sait, oui. On confond souvent. Voilà, c'est les États-Unis. Souvent, on dit, oh, le Brésil. Non, ce n'est pas le Brésil, c'est les États-Unis. Donc, les États-Unis enregistrent, écoutez bien, 3462 opérations de chirurgie esthétique pour 100 000 habitants en 2019. Ce qui est énorme, oui. Donc, il les place ainsi en première position du classement. C'est par ailleurs le pays qui enregistre le plus grand nombre d'opérations chirurgicales faites en 2020. C'est-à-dire, eux, dès leur majorité, les parents offrent à leurs enfants des chirurgies esthétiques. Ça soit pour les filles ou pour les garçons. Le fait d'offrir, on va dire, c'est les parents d'aujourd'hui qui veulent absolument faire plaisir à leur enfant et il ne faut pas non plus tomber dans ce piège-là. Si c'est pour un petit complexe, ils sont complètement dans le piège. Si c'est pour corriger un petit complexe, on va dire les oreilles décollées, ce genre de choses, d'accord, mais il ne faut pas non plus tomber dans le... Non, mais ils sont dans le too much. Oui, mais maintenant les enfants, c'est eux. Et les Américains, ils se vantent de faire. Ils ne se cachent pas. Oui, mais... Les francophones, les Européens sont beaucoup plus discrets et il faut qu'il y ait vraiment de la discrétion et de l'éthique aussi en Algérie. Donc le secret professionnel est primordial dans notre domaine. Oui. On peut recevoir, moi je reçois 2 sœurs, personne ne sait ce que fait l'autre. Après, à elle libre de dire. Oui. Donc, mais les Européens sont très
très cachetier. Les Américains, ils se vendent, Ils l'exposent. ils l'exposent Voilà. et ils C'est une montrent. fierté. ouais, C'est leur pas nature, hein, je C'est pense que c'est vraiment leur très, nature, très, ils très sont comme différent. ça, L'approche est différente. les Ils sont Américains. même dans l'extravagance. D'ailleurs, à Totalement. 18 ans, on les trouve presque moitié refaites. Et on commence par le nez, le visage et la bouche. Ça peut Le être même corps des... aussi. Oui, le corps. On retouche Ça même commence le corps, même c'est bien beau. avant avec les concours de Miss, Oui. les petites Oui. Miss, là, les Oui. mini-Miss America, où on leur met même des dentiers quand elles perdent Oui. leurs dents, où on leur brushing les cheveux, on les Avec des maquille à coiffures outrance. extraordinaires. Exactement. Donc c'est ancré en Avec des habits voilà. d'adultes, Voilà, exactement. Il y a eu miniatures. même une Miss chirurgie esthétique. Ouais. Oh là. Ça a créé une polémique, oui. C'était Bah oui, il y a les femmes quoi. qui ont été refaites. Donc, ils ont créé une Miss chirurgie esthétique. Et qu'est-ce qu'elle gagnait? Non, une chirurgie esthétique. Exactement, Voilà. c'était ça. Oui, bien C'était sûr. ça. Et ça a créé une grosse polémique. On a dit, d'abord, on encourage les gens à faire de la chirurgie esthétique, à retoucher leur corps, mais aussi on perd cette éthique de la beauté, tout simplement. Oui, exactement. Il faut s'accepter Voilà. tel qu'on est. Oui. Donc, une dernière, quelle est la chirurgie esthétique la plus douloureuse, docteur Omnia? C'est Douloureuse et la plus compliquée, et je dirais la plus dangereuse, c'est l'abdominoplastie. Exactement. Donc, c'est vrai que sur le tas, quand on le fait, on ne se rend pas compte, mais après, il faut bien prendre C'est au soin. réveil. C'est au réveil, exactement. Surtout si elle n'est pas faite chez un médecin. Ah non, mais ça, c'est Non, peut ça, c'est pas pas être- ne pas possible. être chez un Bah, médecin. écoutez, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on Bah, voit, on il fait faut- bien la publicité Voilà. pour des cliniques à l'étranger pour Ouais, faire oui, des c'est parce que- chirurgies ouais, et tout ça, ça. oui. Donc, C'est il vrai. y a aussi la liposuction. Donc, il paraît que ça fait très très mal après l'avoir fait. Oui, c'est douloureux, hein. Ça reste quand même un traitement invasif, hein. Donc c'est douloureux, mais il y a des complications aussi, des risques d'embolie graisseuse, etc. Mais l'abdominoplastie reste la chirurgie la plus compliquée parce qu'on tire, on déplace le nombril, il y a un risque d'infection, il y a un risque surtout d'embolie graisseuse, il y a un risque d'ilius paralytique, voilà. Ilus paralytique. Alors, c'est le fait que la patiente n'émet pas ses gaz, n'émet pas ses selles pendant plus de 48 heures, etc., avec des douleurs abdominales et tout. peut conduire C'est à- une hospitalisation, voilà. Ouais, non, mais voilà. C'est rare, hein, c'est rare, mais elle existe. Et puis le risque d'embolie surtout qui est plus fréquent. Ça reste une chirurgie quand elle est bien faite, etc. Au fait, je dirais l'embolie pulmonaire existe même pour une petite appendicite, mais les risques sont beaucoup plus importants. Il y a des médecins qui ne veulent même pas faire de chirurgie esthétique rien qu'à cause Il y des a des risques. complications. Voilà. Comme il y a des risques, donc Parce que c'est pas une chirurgie déjà de nécessité, c'est une chirurgie quand même de confort et voilà, et les risques sont assez importants et une anesthésie générale, voilà. Donc il faut Rien que réfléchir. les risques liés à l'anesthésie générale, Après, normalement, ça devrait on décourager reste tout le monde. aussi dans le côté psychologique parce qu'il y a des patientes qui ont des patients qui ont vraiment maigri, qui des fois ont perdu 30, 40 kilos et qui ont un relâchement de leur ventre qui est vraiment elles ont ce qu'on appelle le avec un tablier. tablier, etc. Voilà. Je pense que c'est important pour eux de reprendre. Il y a rien qui peut enlever ce tablier, mis à part la chirurgie. Donc il y a des cas où c'est vraiment nécessaire de la faire. Mais encore une fois, c'est quand on voit que c'est une patiente moi j'ai reçu une patiente, elle a fait de l'abdominoplastie, d'abord une chirurgie bariatrique, après le relâchement, c'est de l'abdominoplastie, après elle a refait ses seins, après elle a fait un lifting des bras. Bon, je l'ai reçue à la fin du lifting des bras, c'est une consoeur qui me l'avait envoyé, tout au niveau du lifting des bras qu'elle avait fait dans un autre pays, et ça s'est ouvert, il fallait suivre la cicatrisation. Et là, quand j'ai vu toutes les cicatrices qu'elle avait dans le corps, je dis, c'est pas possible, je dis, écoutez, il faut peut-être à un moment donné faire un break, parce que là, peut-être aller consulter un est-ce que c'est spécialiste plus joli, psychologue? les cicatrices sont plus jolies que vous qui étiez un petit peu en surpoids? Ça, vraiment, il faut réfléchir à 10 fois avant de répondre à ce genre de questions. Il faut dire que ça n'arrête pas le temps et ça n'arrête pas. Non, et puis c'est une personne qui ne s'arrêtera pas là-dessus. Hein. Oui. Je pense que l'année prochaine, elle pensera à faire autre chose. Elle est devenue accro. Voilà, là on retombe sur un phénomène qui est quand même assez compliqué, donc il lui faut une prise en charge. Avoir une prise en charge psychologique. Il faut une prise en charge psychologique, Absolument. je pense. Là, il y a des cas comme ça où c'est très compliqué. Il faut savoir dire stop. Et puis on a remarqué que ces dernières années, on les envoie vers l'étranger pour faire des opérations. Oui. Et dès qu'il y a des complications, on les renvoie directement en Algérie. C'est exactement le cas de cette femme. D'accord. C'est exactement le cas de cette femme. Elle a fait un lifting des bras.
Et elle a pris l'avion, ce qui n'était pas indiqué, donc ce qu'il ne fallait pas faire. Et elle a bougé, etc. Et puis, il faut savoir que c'est une articulation, donc ça s'est ouvert de l'aisselle jusqu'au coude. Et elle est après, j'imagine un petit peu la cicatrice qu'elle va avoir après. En voulant corriger quelque chose, elle s'est retrouvée avec un autre plus problème qui est peut-être beaucoup plus grave. Oui, malheureusement, oui. Malheureusement. Après, il y a du tourisme médical qui se fait dans certains pays. Il faut vraiment faire attention à ce genre de Dans certains cas, ça peut même emmener un décès. On l'a déjà vu récemment. Exactement. Bien sûr qu'il y a des décès. Bien sûr, évidemment qu'il y a des décès. Ils sont rares, alhamdoulilah. Mais on n'en parle pas assez aussi. On n'en parle pas assez exactement, mais il y a des complications qui peuvent, des septicémies, des infections, etc. Et quand on est à l'étranger, c'est autre chose. Et quand on prend l'avion juste après une intervention chirurgicale, c'est quand même risqué, il y a de l'altitude, etc. Et c'est pas très bon pour Combien de temps après une intervention chirurgicale? Prendre l'avion? Oui. Alors moi, je dirais 1 mois. D'accord. Vraiment 1 mois où ça se stabilise, où on n'a pas vraiment... voilà, bon, on peut faire ça un peu avant. Mais idéalement, si on peut attendre 1 mois, si c'était un voyage de confort, entre 15 et 1 mois, je pense que c'est important Mais bon, quand on le fait à l'étranger, on est toujours pressé de rentrer chez soi, le chirurgien là-bas, pourvu que vous partiez après les complications, si vous les avez là-bas. Moi, je suis très loin. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder à ces annonces. Il y a des pays je sais que dans certains pays, non, vous pouvez prendre l'avion dans une semaine. C'est du tourisme esthétique en quelque sorte. Il y a des pays qui le pratiquent. C'est du tourisme esthétique, mais il faut garder l'éthique. On ne peut pas prendre... Il faut vraiment attendre, faire une consultation au bout d'1 semaine, 10 jours, 15 jours, voir que tout va bien. Et à ce moment-là, on peut se permettre de dire, vous pouvez prendre l'avion. Mais quand le chirurgien, il vous voit la veille de l'intervention, il vous fait un bilan, le lendemain, vous êtes sur le billard, et il vous opère, 2 jours après, il vous revoit, il vous dit vous pouvez rentrer chez vous. Franchement, il faut le faire. Il faut être conscient que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vraiment avoir une consultation bien avant, faire des bilans, se faire opérer, attendre là-bas, voir s'il n'y a pas de complications, si tout va bien, s'il n'y a pas d'infection, après rentrer chez soi. Ça, c'est une bonne pratique. Mais faire du tourisme médical pour faire des interventions à la chaîne, ça c'est... Parce que c'est la représentation aussi qu'on a des médecins à l'étranger. Enfin, il y a pas mal d'Algériens qui disent que chez nous, il n'y a pas de médecins. C'est-à-dire c'est la qualité. Il y a de très bons médecins. Non, mais moi je dis le contraire. Voilà. On a de très bons médecins en Algérie. Donc eux, ils font confiance beaucoup plus aux médecins à l'étranger. Donc ils gaspillent beaucoup d'argent. Et puis, ils rentrent avec des séquelles, la plupart du temps. Après, il n'y a pas que des gens qui ont des séquelles. Il y a des chirurgies qui réussissent, même là-bas. Même avec le tourisme médical. Il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Mais effectivement, on a de très, très bons chirurgiens, de très bons médecins. Il faut juste savoir où mettre les pieds, c'est tout. Exactement. Il y a aussi la mode, ces derniers temps, du Hollywood Smile. Le fait d'enlever ses dents ou de tailler ses dents et puis de recouvrir toutes les dents. On a l'impression qu'on va garder ce sourire blanc, éclatant, magnifique, les dents bien droites toute sa vie, mais on ne connaît pas les conséquences de cette intervention, par exemple. Parce que le fait, de toucher à des dents saines, surtout les dents naturelles, saines. Le fait aussi, il y a des blanchiments, il y a des cas où le blanchiment dentaire est indiqué, mais il faut savoir où y aller aussi, avec quel produit, parce qu'il y en a qui fragilisent l'émail, après on aura plus de taches, etc. Mais il faut savoir aller on a de très très bons dentistes, avec de très bonnes conditions, avec de très bons produits, donc il faut juste ne pas être attiré par les prix. Et être attiré par les réseaux sociaux, les promotions. Tous ceux qui ont je ne sais pas combien de cas sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Il faut bien réfléchir, regarder, miso, chauffe-eau, allez-y, voyez comment ça se passe et après vous décidez. Donc voilà, c'est juste ça. Hein. Avant, c'était beaucoup le bouche à oreille qui marchait. Maintenant, malheureusement, c'est l'image. Avant et après, waouh, c'est extraordinaire. C'est souvent des avant et après qui ne sont même pas vraiment retouchés aussi, retouchés, etc. Il faut juste être un petit peu prudent et dire, bien réfléchir, bien écouter, savoir où mettre les pieds. Et puis voilà. Sinon, on a de très bons médecins, on a de très bons chirurgiens, alhamdoulilah, et qui ont cette honnêteté intellectuelle et cette éthique médicale. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Alors, si vous deviez donner des conseils aujourd'hui aux jeunes, mais aux moins jeunes aussi, qui voudraient faire soit de la médecine ou de la chirurgie esthétique, ça serait quoi, mesdames? Oui. Moi, je pense qu'il faut... Parce que là, il y a un problème de l'image de soi.
Oui. Donc il faut être aussi conscient, il ne faut pas aller chez n'importe quel médecin esthétique. Donc il faut choisir, il faut se renseigner. Et puis il faut se dire que ce n'est pas tout la médecine esthétique. C'est-à-dire on peut régler, c'est vrai que ça donne, ça réconforte, mais il y a d'autres alternatives qu'on doit aussi adopter. Dans ce domaine, bien sûr, dans le domaine de la prise en charge, revoir aussi la personnalité. Il y a des choses qui ne vont pas la plupart du temps. Enfin, je ne généralise pas, mais la plupart du temps. Donc, essayer de revoir sa personnalité, de demander de l'aide, par exemple, à autrui, à des gens qualifiés, par exemple. Voilà. Et puis, il y a la prise de conscience. La prise de conscience, il faut lire un peu sur la médecine esthétique. On ne va pas chez l'esthéticien comme ça pour se faire, pour refaire des trucs, mais on se renseigne, on lit, et puis voilà. On fait attention, voilà, on reste prudent quand même. Voilà, on reste prudent, voilà. Parce qu'il y a la plupart du temps, il y a des risques aussi. Hein. Bien sûr, il y a souvent des risques. Docteur Omnia? Oui. Le conseil, c'est de maintenir vraiment, d'essayer de traiter sa peau. Donc, c'est des traitements. C'est important de traiter une peau fragile. C'est important d'hydrater sa peau. C'est important d'avoir des conseils aussi et savoir connaître ses limites. Voilà, connaître ses limites. Nous ne sommes pas, encore une fois, là pour changer l'aspect des gens. Nous sommes là pour les sublimer, les embellir, tout en restant naturels, qu'entrer un peu le temps, à améliorer un petit peu les rides, etc., mais sans pour autant transformer les gens. Donc les jeunes, ne regardez pas beaucoup les réseaux sociaux. Ne sont pas toujours, c'est pas toujours des visages naturels, c'est souvent des visages retouchés. En plus d'être retouchés en chirurgie, en médecine esthétique, ils ont des filtres, etc. Et c'est pas ça. Hein. Donc, on est là, voilà. Et il faut connaître ses limites. Si on a une peau qui n'est pas de qualité, il faut la traiter pour évidemment retarder au plus tard certains actes de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique qui sont quand même invasifs. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il faut avoir une bonne alimentation. Justement, j'allais vous poser la question de une bonne hygiène de vie. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, moins de stress, une bonne hydratation, moins de stress, un bon sommeil et un bon rituel d'hydratation et de cosmétique. Il faut savoir que les crèmes hydratantes... Mais justement mais souvent on nous dit oui, il faut commencer les crèmes hydratantes. On a des crèmes hydratantes, oui, mais j'ai pas encore de rides et tout ça, mais il faut commencer le plus tôt possible. La crème hydratante, il faut commencer assez tôt. Hein. Vraiment, d'abord les laits pour les enfants, les laits hydratants, etc. Ensuite, des crèmes hydratantes. Non, au fait, il faut déjà apprendre à boire de l'eau. Les crèmes hydratantes ne sont pas là pour hydrater la peau. Ils sont là pour empêcher la vaporisation de l'eau. Donc, si on ne boit pas assez d'eau, on peut mettre toutes les crèmes qu'on veut. Hein. Ça ne changera rien. C'est pas que ça ne changera rien, mais c'est pas assez. C'est quelque chose de très important que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et la crème hydratante, elle est là pour empêcher l'évaporation de l'eau qu'on a dans notre corps. Et il faut boire beaucoup d'eau pour hydrater la peau, pour avoir... Vous ne pouvez même pas imaginer comment votre peau va devenir quand vous prenez 3 litres d'eau par jour. C'est impressionnant, c'est très très important. Votre peau est éclatante après. Donc voilà, donc cette hygiène de vie est très importante. Faire une activité physique, oxygénez-vous un petit peu en dehors de toute cette pollution qu'il y a autour, dormez bien, mangez des fruits et légumes, des protéines de qualité, des huiles de qualité, et tout ça, boire beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau. Et ça, c'est un rituel pour avoir une belle peau. C'est ça qui va faire que vous allez retarder vos soins. Et les soins, c'est commencer par des soins très soft, un peu d'hydratation, un peu de mésothérapie, un peu de micro-needling, et au fur et à mesure, avec le temps, on n'arrête pas le temps, hein, malheureusement. Exactement. Donc chaque année, on fait des cures de médecine de mésonift, par exemple, pour retarder un petit peu sa apparition série. Donc quand tu auras l'aptose, etc., ça, on ne peut pas l'arrêter. À ce moment-là, on fait quelques petites retouches pour juste embellir et redonner confiance en soi et être bien dans sa peau surtout. Voilà. Très bien, merci en tout cas à vous mesdames. Docteur Linda Omnia Idiel, vous êtes médecin esthétique et nutritionniste. Merci pour votre participation. Madame Rabia Béchir Pacha, vous êtes psychologue clinicienne et enseignante à l'Université d'Alger 2. Merci pour votre participation. Merci à vous.
Wahida, merci. Demain, Inch'Allah. Je te dis demain, à 10h30, toujours même chaîne. Alors 10h30, Canal Algérie, Ma famille, ma vie. On se retrouve demain, mardi. On parlera de l'équithérapie, de la thérapie par les animaux. Ça va être très intéressant. Sinon, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis acceptez-vous tel que vous êtes. Votre visage, les marques de vos visages racontent votre histoire. Et je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir.